Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle capsule coup de pouce en mathématiques pour les sciences. Aujourd'hui, nous parlons géométrie, matière qui vous sera utile pour les cours de maths, mais aussi pour les cours de physique dans certains paramètres de physique. Évidemment, cette capsule est juste un rappel, donc c'est juste pour vous remettre un petit peu les formules en mémoire pour que ce soit plus facile. Donc, la première formule qu'on va voir, c'est le périmètre d'un cercle. Le périmètre d'un cercle, c'est pas deux Roger, c'est pas deux Martin, c'est deux Pierre. Donc, vous allez remarquer que je vous donne beaucoup de trucs mnémotechniques, ils ne sont pas nécessairement tous bons. C'est juste pour vous donner un coup de main. Donc, évidemment, R étant le rayon du cercle entre le centre et le bord du cercle. Pourquoi ça vous est utile? Ben, par exemple, vous pouvez calculer des orbites avec ça, vous pouvez calculer des déplacements. Donc, ça peut être pratique de connaître la formule du périmètre. Au niveau de l'aire d'un cercle maintenant, donc c'est l'aire est égal à pi r au carré, donc c'est la même formule mais à l'envers. Pas tout à fait, mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Donc à ce moment-là, le rayon étant toujours la même chose que tantôt, soit le rayon du cercle. Maintenant, il y a une chose que je ne vous ai pas dit sur moi. J'ai une mémoire exécrable des formules. Donc, ce que je vais faire, parce que je sais que ça paraisse pas trop, ce que j'essaye de faire tout le temps, c'est de retrouver ma formule dans ma tête. Donc, j'ai toujours une logique, parce que je sais que je ne peux pas me fier sur ma mémoire. Et cette logique-là, dans ce cas-ci, me vient de la façon la façon qu'a utilisé mon enseignante quand j'étais jeune pour me montrer mes formules d'air. Donc, à partir du rectangle, on va pouvoir déduire un paquet de formules et c'est ce que je vais vous montrer présentement. Donc, je connais l'aire d'un rectangle. L'aire d'un rectangle, c'est la base fois la hauteur. Évidemment, je ne ferai pas l'aire du carré. L'aire du carré, c'est juste que la base et la hauteur sont égales, mais c'est comme un rectangle. Enfin, je ne ferai pas ça. Ici, au niveau du parallélogramme. Donc, si je veux trouver l'aire du parallélogramme, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un triangle et je vais déplacer ce triangle-là de l'autre côté. Eh bien, j'obtiens un rectangle. Donc, je sais que l'aire est égale à la base fois la hauteur. La même chose que pour un rectangle. Sauf qu'il faut que j'établisse qu'évidemment, la hauteur, ce n'est pas la mesure du côté. C'est vraiment la mesure qui est perpendiculaire à ma base. Pour le triangle, on va utiliser un petit peu le même principe, seulement ici, je vais simplement tourner mon triangle à l'envers. Ah, ben j'obtiens un parallélogramme. Donc, en ayant ce parallélogramme-là, je sais que mon aire est égal à la base fois la hauteur. C'est la même formule d'air qu'on avait. Sauf que, il faut que j'enlève le triangle rouge, donc je vais le diviser par 2. Ici, la base n'a pas changé, c'est toujours un des côtés, et la hauteur est perpendiculaire à la base et va rejoindre l'autre sommet. Au niveau du trapèze, je peux faire exactement la même chose. Je vais donc utiliser l'aire du parallélogramme encore une fois, mais ici, la particularité, c'est que pour calculer la base de mon parallélogramme, je dois additionner ma grande base et ma petite base de mon trapèze. Là, je vous rappelle juste au cas où vous ne le saviez pas, un trapèze, c'est une mesure qui a une paire de côtés parallèles. Donc, si je vais additionner mes deux bases pour obtenir la base de mon parallélogramme, et évidemment, je sais que le trapèze rouge n'existe pas, donc je vais devoir le diviser par 2, avec toujours une hauteur qui est perpendiculaire à ma base. Maintenant, pour le losange. Donc, le losange, c'est un parallélogramme qui a la particularité que les diagonales se séparent en angle droit. Donc, je vais tracer mes diagonales qui se séparent en angle droit, ce qui me forme 4 triangles. Je vais donc prendre ces 4 triangles-là, je les vire à l'envers. Ça me donne un rectangle. Donc, l'aire d'un rectangle, je le connais, c'est la base fois la hauteur. Seulement ici, je n'utiliserai pas base fois hauteur, mais je vais utiliser ma grande diagonale et ma petite diagonale. Ça va donc me donner l'aire est égal au produit des deux diagonales, mais je dois enlever les triangles rouges, divisé par 2. Au niveau de n'importe quel polygone régulier. Donc, c'est quoi un polygone régulier? Je vous rappelle, c'est un polygone dont tous les côtés sont égaux. Mais je peux avoir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 côtés. Je peux avoir un dodécagone, un hexagone. Ici, c'est ce que j'ai, un hexagone. Je peux avoir un octogone, un heptagone, peu importe. OK? Donc, quelque chose qui est formé de côtés congrus.
peu importe le nombre de côtés. À ce moment-là, la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller chercher des triangles. Une fois que j'ai mes triangles, je connais l'aire des triangles. Donc, je vais être capable d'utiliser la formule de l'aire de mon triangle pour trouver l'aire de mon polygone. Ici, la mesure qui est perpendiculaire au côté et qui rejoint le centre de mon polygone, on appelle ça l'apothème. Et évidemment, la base de mon triangle, c'est le côté de mon polygone. Donc, on va aller remplacer ça dans ma formule. Sauf que là, j'ai juste un triangle. Moi, je veux tous mes triangles, donc je vais multiplier ça par le nombre de côtés. Et c'est ce qui me donne la formule de l'aire de mon polygone régulier. Au niveau des volumes, donc vous remarquez que je prends n'importe quelle figure et je les monte. C'est ce qu'on appelle des prismes. Si on appelle ça des prismes, tous les prismes, le volume va se calculer de la même façon. Ça va être l'aire de la base fois la hauteur. Donc, l'aire de la base, vous êtes déjà capable de calculer tous les types de polygones et les cercles. Donc, tout ce qui est une figure à laquelle j'applique une translation, à ce moment-là, c'est comme ça qu'on va calculer le volume, y compris le cylindre, même si ce n'est pas un prisme. Donc, y compris le cylindre, parce que c'est quand même une figure que j'ai juste pris et que j'ai déplacée par translation. Maintenant, je reprends mes figures. Tout ce qui est pointu, donc que ce soit un cône ou une pyramide à base, ce que vous voulez, la formule est toujours la même. Donc, le volume, c'est l'aire de la base fois la hauteur, mais je vais devoir diviser par 3. Pourquoi par 3? Je ne vous ferai pas la démonstration ici. Il faudrait que j'ai des prismes et surtout, il faudrait que vous me voyez la binette. Je ne ferai pas ça aujourd'hui. Maintenant, autre principe très important qu'on va utiliser dans certains cas en sciences, qu'on va souvent utiliser en mathématiques, mais qui va nous permettre de déduire des mesures dans des problèmes. Donc, à ce moment-là, si j'ai deux droites parallèles séparées par une séquente, on va pouvoir déduire des mesures d'angle à partir de là. Donc, l'angle qui est ici et l'angle qui est là, c'est ce qu'on appelle des angles correspondants. Ils sont du même côté de ma séquence, un entre mes rails de chemin de fer et un à l'extérieur de mes rails de chemin de fer. Donc, un à l'intérieur, un à l'extérieur. Donc, à ce moment-là, on appelle ça des angles correspondants. C'est des angles qui sont congrus. Ici, on a deux angles qui sont de chaque côté de ma séquence, donc on va dire que c'est alterne, et à l'extérieur de ma rail de chemin de fer, donc externe, alterne-externe. Ces deux angles qui sont également congrus. Ici, on a des angles qu'on appelle alterne-interne, parce qu'ils sont à l'intérieur de ma rail de chemin de fer. Donc ça aussi, c'est des angles congrus. Ça a l'air de rien, mais juste avec ça, on est capable de déduire beaucoup de valeurs qui peuvent nous être utiles quand on fait nos numéros de physique. Je vous donne un exemple de physique. Donc, j'ai ici un bloc qui est sur un plan incliné, qui est monté sur un plan incliné. Je sais que ce bloc-là a un poids. Ce poids-là est situé vers le bas, donc à la verticale. C'est une force qui est verticale. Et moi, ce que je veux, c'est aller chercher les deux petites valeurs, donc les deux composantes, avec la trigonométrie. Le problème que j'ai, c'est que le seul angle que j'ai, c'est l'élévation du plan. Et cette élévation-là, ben moi, je veux être capable de l'amener dans le triangle fait par mes composantes de ma force gravitationnelle et avec ma force gravitationnelle. Donc, avec les trois flèches bleues. C'est un problème parce que là, il faut que je compare le triangle bleu et le triangle vert. Et à ce moment-là, ça devient plus difficile à faire. Donc, pour aller déduire les angles, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des parallèles pour avoir des parallèles à une séquence pour utiliser ce dont je viens de vous parler. Donc, à ce moment-là, j'ai mes parallèles et j'ai ma séquence. Ma séquence étant la surface de mon plan. Et mes deux parallèles étant, dans ce cas-ci, verticales. Il y a un angle que je connais. Pourquoi je le connais? Parce que dans la plupart des problèmes, on va vous donner l'angle d'élévation du plan. Évidemment, ça, ce n'est pas l'angle d'élévation. Mais je sais par contre que si je prends le triangle vert, donc le triangle formé par le plan, je sais que la somme des angles intérieurs d'un triangle est égale à 180. Donc, si je prends 180 degrés, moins l'angle d'élévation, moins 90 degrés à cause de mon angle droit, ça va me donner cet angle-là, donc l'angle vert. Et je vois très bien que cet angle-là est correspondant à un autre angle. Donc, ces deux angles-là sont
logiquement congrue. Pour aller déduire un autre angle, je vais me tracer des nouvelles parallèles. Donc, voici mes nouvelles parallèles. Dans ce cas-ci, la séquence devient parallèle à une autre. Donc, je vais aller déduire le nouvel angle. Je sais ici que cet angle-là est égal à l'angle qui lui est alterne-interne. On a donc une paire d'angles congrus, une nouvelle paire d'angles congrus. Donc, je sais que les trois angles présentement en vert sont congrus. Avec ces deux angles-là, donc je pouvais déduire le premier, donc je peux dire que l'autre est égal, et je vais être capable d'aller déduire les petits angles, parce que 180 degrés, moins 90, moins l'angle jaune va me donner l'angle blanc, et l'angle blanc, c'est l'angle d'élévation que je connais déjà. Donc je peux déduire que les deux petits angles sont congrus. Évidemment, vous auriez pu passer par un chemin. Si vous êtes habile en maths, là, si vous avez vu cette matière-là assez récemment, on aurait pu dire aussi que les deux triangles sont semblables par la propriété AA. Donc, on sait que les angles sont congrus. Pourquoi c'est utile? Eh bien, j'ai maintenant un super beau triangle rectangle avec lequel je peux travailler. J'ai fort possiblement le poids, donc la force gravitationnelle, celle qui est verticale présentement, la flèche bleue, je la connais, et je connais mon angle. Une fois que je connais un angle et un côté d'un triangle rectangle, je vais juste utiliser mes rapports trigonométriques de sinus, cosinus et tangente pour pouvoir aller chercher toutes les autres valeurs que je veux. Si vous avez un petit blanc au niveau de la trigonométrie, je vous rappelle, si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle que j'ai une vidéo dans cette même série, donc dans la série Coup de pouce en mathématiques, sur la trigonométrie et les différents rapports trigonométriques. C'est ce qui met fin à cette petite capsule de géométrie. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a été utile, ne vous gênez pas pour la recommander. Là-dessus, je vous dis, vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.